Monsieur Laberge, voulez-vous vous présenter aussi un Oui, petit peu, dire un peu votre intérêt pour notre événement et qu'est-ce que ça oui. représente pour vous, cette occasion-là de transmettre votre savoir? Ouais, en fait, je n'étais pas très familier avec l'événement. J'en avais entendu parler, mais pas beaucoup plus que ça. Mais c'est des choses que je trouve importantes. J'ai été moi-même impliqué pendant de nombreuses années, en fait, depuis les débuts dans les fêtes de la Nouvelle-France, jadis, pendant une quinzaine d'années. Après ça, j'ai laissé la main. Donc, cette approche là, justement de diffuser plus largement qu'un cercle d'initiés, euh, ça m'est toujours apparu une nécessité. Là, ça fait partie un peu des devoirs, là, si on peut dire, là, des gens qui font de la recherche et de l'enseignement. Donc, c'est pour ça que votre forum là, m'a beaucoup interpellé. Il y a bien sûr le thème aussi, puisque, je suis professeur d'histoire au département des sciences historiques à l'Université Laval, spécialisé en Québec pré-industriel, qui fait, en fait, compte, qui inclut évidemment la Nouvelle-France, mais aussi pour certains aspects, là, justement, jusqu'au milieu du 19e siècle. En fait, je dis toujours, je m'arrête quand le chemin de fer arrive. Euh, et donc, c'est à peu près ça que ça donne. Beaucoup d'intérêt de recherche, évidemment, au fil des ans. D'ailleurs, je suis le vétéran là, de ce trio d'intervenants, on le voit bien. Donc, j'ai une feuille de route là, bon, qui s'achève, dans le sens que je vais prendre la retraite, évidemment, prochainement, mais pour être plus actif encore, puis finir de terminer les nombreux dossiers qu'on ouvre et qu'on n'a pas toujours le temps de terminer comme on voudrait. Oui. C'est ça, c'est la Nouvelle-France. C'est beaucoup le régime seigneurial. Donc, je suis content de voir M. Marchand là, qui va en parler pour l'après-conquête. Avec Benoît Grenier, on travaille beaucoup ensemble, tout ça. Société rurale qui m'a toujours intéressé depuis l'époque de ma thèse. Je vais en parler d'ailleurs tantôt là, à certains égards dans ma présentation. Et évidemment aussi depuis moins longtemps, mais quand même, la guerre de la conquête, les éléments ruraux là-dedans, les conséquences, tout ça. J'ai monté un cours dernièrement, tout ça, et donc ça veut dire que il y aura beaucoup d'eau au moulin là, pour alimenter la discussion cet après-midi. Donc voilà, je m'arrêterai là. Européenne. Ben, Je merci. passerai maintenant la parole à Monsieur Alain Laberge, qui va nous présenter justement beaucoup plus la réalité de Nouvelle-France, des colons et de l'agriculture dans la colonie sous le régime français. Monsieur Laberge, la parole est à vous. Donc voilà, oui, donc je disais que c'est ça, là, les gens vont être déçus. Mon appareil visuel est loin d'être aussi développé que celui de Mme Brun. En fait, il est absent, donc vous allez devoir me regarder tout le temps. C'est malheureux. Bon, alors évidemment, j'ai pas choisi de faire une synthèse complète de tous les aspects de la question pour différentes raisons, mais notamment parce que je voulais insister sur deux, trois affaires en particulier qui m'apparaissaient peut-être pas plus pertinentes, mais à tout le moins qui étaient peut-être un peu moins évoquées d'habitude. Et donc, ma présentation va être assez différente de celle de Mme Brun, bien que, évidemment, tout à l'heure, on pourra certainement faire justement des rapprochements, voir où sont les grands contrastes, des choses comme ça. Donc, j'ai trois parties, une qui est très courte et deux autres qui sont un peu plus longues. Enfin, on verra bien. Mais la première, c'est simplement c'est ce que j'avais appelé l'inévitable entonnoir vers l'agriculture pour finalement bien se rendre compte que ce qui se développe finalement en Nouvelle-France et au Canada en particulier. J'aime toujours faire la différence entre la Nouvelle-France et le Canada. Puis la Nouvelle-France, évidemment, oui, c'est quelque chose, mais le Canada est peut-être un peu plus spécifique. Et même, je dirais, la vallée du Saint-Laurent m'apparaît comme un terme encore plus direct là, pour bien repérer à quel terrain on a affaire. Cette Nouvelle-France, ce Canada va se développer, on le sait bien, au 17e siècle graduellement, très graduellement même, à bien des égards, et notamment
d'un point de vue rural ou agricole. Donc, et ça n'allait pas de soi nécessairement, dans le sens que, dépendant du type de colonisation choisi, il pouvait y avoir un type de colonie, évidemment, différent. Quand on a choisi de faire une colonie de peuplement au Canada, quelque part là, vers le premier quart du 17e siècle, la colonie de peuplement impliquait nécessairement, compte tenu justement, et là je rejoins Mme Brun, compte tenu du caractère pré-industriel hein, de la production et des échanges, bien, c'est bien certain que la colonie de peuplement va d'abord être une colonie agricole, qui peut évidemment reposer sur un grand commerce extérieur de matières premières. Les Espagnols ont fait traverser l'océan à des tonnes d'or, d'argent et de cuivre. Au Canada, c'était plutôt des tonnes. Enfin, oui, c'est sûr qu'une peau de castor, c'est moins pesant que de l'or. Mais quand même, bon, on en a quand même exporté beaucoup. Mais il reste que la grande majorité de la population, évidemment, ne se livrait pas à la traite des fourrures, quoi qu'on en dise. Donc, ce sera donc une colonie agricole. L'agriculture est donc une nécessité. Et de là, cette expression, cette image de l'entonnoir qui nous amène inévitablement à l'agriculture. C'était bien sûr essentiel, bien sûr, pour la subsistance, parce qu'autrement, il fallait bien manger. Et les périodes où la Nouvelle-France ne produisait pas de grains, on pense à l'époque de Champlain, là, par exemple, ou aux premiers établissements en Acadie, on avait besoin de ravitaillement de la métropole qui arrivait ou arrivait pas, ou arrivait en retard. Bref, toutes sortes de problèmes là, que la chasse ne réglait pas toujours. Hein. Moi, ça m'amuse toujours un peu de remarquer les hommes de Champlain. Ben, je dis les hommes parce qu'il y avait vraiment peu de femmes à cette époque-là. On voit l'habitation avec les jardins puis les emblavures là, prêtes à être cultivées. On dirait que les employés de l'habitation étaient pas capables de faire autre chose que d'attendre l'arrivée du bateau pour faire quoi que ce soit. Et donc, ils avaient besoin de la chasse, non pas de la leur, mais de la chasse autochtone pour souvent les nourrir. Bon, enfin, c'est un petit détour que je prends, mais je trouvais ça intéressant de le mentionner. Donc, l'agriculture va commencer seulement quand il y aura peuplement. On parle essentiellement après les années 1630, quand la colonie redevient française, après le traité de Saint-Germain en lait. Et donc, l'agriculture est une nécessité, bon, pour manger, et pour se fixer au pays. Donc, l'immigrant qui choisit de venir, je ne parle pas de l'engagé, mais l'immigrant, là, on en a, là, bon, des gens qui viennent, qui ne sont pas engagés, mais qui viennent de leur chef avec leur famille. Et bien évidemment, ce qu'ils s'attendent de faire, c'est d'être agriculteur, cultivateur, paysan, tout ça, ici on dira habitant. Donc, pour se fixer au pays, ça prend l'agriculture. Et là, pour l'immigrant, c'est su avant de partir. Pour l'engagé, c'est loin d'être sûr. L'engagé avait le choix. Et ça, c'est intéressant. Donc, une nécessité qui reste au choix de l'engagé après son contrat, hein, les 36 mois. Et là, on se situe dans les années 1630, 1640, jusqu'aux années 1660. Après ça, les engagés, ça commence à battre de lait. Mais ces gens-là peuvent choisir de rester ou de ne pas rester. Et dans leur contrat, il y a une clause qui garantit leur retour en France aux frais de leur engageur. Et donc, c'est ce qui fait que très peu sont restés au début parce que, évidemment, défricher les terres en bois de boue, avec les moustiques l'été, bon, la menace ou crainte autochtone jusqu'à un certain point à certaines époques, et bien sûr le climat hivernal que l'on connaît bien, a fait en sorte que plusieurs ont choisi de ne pas rester. Et les autres qui choisissaient, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire que de prendre une terre et de la cultiver. Pour les générations qui vont suivre, pour les enfants de ces immigrants et de ces engagés qui choisissent de rester, bien, c'est là qu'on aura vraiment un entonnoir pour les descendants de la population rurale, qui évidemment est à peu près là, 80, bon, des fois on dit 75, 80 ou 85, ça peut varier, mais grosso modo 80%, ça reste une bonne approximation. Ben, les enfants de ces ménages paysans, ben, ils vont devenir aussi
des paysans, puisque les villes ne sont pas très grosses, le grand commerce est assez peu développé puisqu'il n'y a pas une grande population, le commerce des fourrures se suffit à peu près à lui-même en termes de main-d'œuvre. Bon, on a bien besoin de quelques personnes pour aller, et ça, après 1667, aller chercher les fourrures puis des Autochtones et les ramener, mais en gros, ça ne générait pas beaucoup d'ouverture professionnelle, si on veut. Donc, c'est très clair qu'on a là un entonnoir qui va faire en sorte que la plus grande partie de cette population coloniale, de la population canadienne, va vivre du travail de la terre. Au début, on disait les habitants, c'était ceux qui avaient de la terre, hein, jusqu'en 1663 à peu près. Hein, la communauté des habitants, ce n'était pas une communauté de paysans, c'était une communauté d'habitants qui avaient un bien propre, hein, un pied-à-terre dans la colonie, qui soit d'ailleurs rural ou urbain, et c'était ça les habitants. Mais après ça, là, tout de suite, là, la génération d'après, quand on va parler d'habitants, on va parler de gens qui s'adonnent à l'agriculture, qui sont en fait des paysans, mais les historiens québécois ont toujours été réticents à utiliser le mot, ça a l'air un peu péjoratif, mais dans le fin fond, on se comprend, un habitant, c'est un paysan. Et Mme Brun sera sans doute d'accord avec moi là-dessus. Et cette agriculture, hein, cet entonnoir de l'agriculture, ça va être un continuum jusqu'au début du 19e siècle, quand, avec la saturation des terres, il y aura nécessairement d'autres avenues à prendre, puisqu'on ne pourra pas donner des terres à tout le monde. Donc, ça, c'était le premier point que je voulais faire valoir. Le deuxième point, c'est la question du rapport territoire-population. C'est assez simple, évidemment. Au Canada, c'est très clair. Hein? Il y a un rapport territoire-population extrêmement favorable à la population, puisqu'il y a peu de population, il y a beaucoup de terres. Évidemment, elles ne sont pas défrichées, mais quand on est prêt à prendre la hache et puis à bûcher un peu, la terre est accessible. Elle est gratuite, puisqu'elle, à part les redevances seigneuriales, on l'obtient finalement sous forme d'un billet de concession. Et si on paye nos redevances au seigneur, on ne sera pas inquiété pour la propriété de ça. Et ce rapport, c'est extrêmement important parce que ça va être, on pourrait dire, le rythme d'évolution et de développement de plusieurs aspects du monde rural de la vallée du Saint-Laurent, qui se met en place donc graduellement. Si on regarde en 1663, à la fin des Cent Associés, le premier monde rural québécois, si on veut, n'est pas si rural que ça. Hein. Il n'y a pas des seigneuries partout, et deux, celles qu'il y a sont rarement très, très, très peuplées. Et pour toutes sortes de raisons, finalement, les choses ne s'envolent pas si vite. C'est sûr que les guerres iroquoises sont pour quelque chose là-dedans, mais aussi le fait, il ne faut pas l'oublier, à cette époque-là, les gens qui avaient justement un bien foncier dans la colonie avaient le droit de traite. Et ça, c'était quand même important là, avant la destruction de la Huronie. Donc, dans les années 1640, on comprend que quelqu'un qui a une terre peut l'exploiter en tout ou en partie, mais peut aussi faire plein d'autres affaires. Donc, quand on regarde les biographies là, des gens, des familles, les premières familles, là, comme les Bélanger ou les Langlois, quand on regarde, là, ils ont un parcours occupationnel extrêmement varié. Tout ça va se tasser ensuite, justement, parce que ce droit de traite va finalement disparaître pas disparaître, oui, s'évanouir quand, bien sûr, la traite se fera, bien sûr, bien à l'intérieur des terres, là, après 1667. Donc, ça commence très lentement. À la fin du 17e siècle, l'extension de l'ère d'occupation commence à ressembler là, à ce que l'on connaît. Là, il y a plus de seigneuries sur le bord du fleuve, tout ça. Et ça va tout ça se concrétiser, si on veut, au premier quart du 18e siècle, vers 1725, par un écoumène rural. L'écoumène, c'est la zone occupée. À peu près toutes les rives du Saint-Laurent, là, sur au moins un rang, parfois un petit peu plus, sont toutes occupées là, entre Montréal, grosso modo, et Baie-Saint-Paul sur la rive nord et jusqu'à Kamouraska à peu près du côté de la rive sud.
Mais même en 1725, le rapport entre les terres et la population est encore extrêmement favorable. Il reste encore plein de terres dans chacune des seigneuries derrière, et il y a des seigneuries qui vont être concédées ensuite dans la profondeur pour accueillir les surplus de population. Une population, évidemment, qui se développe assez rapidement, on le sait bien, c'est la démographie, on pourrait dire, du Canada, donc doublement à peu près aux 25-30 ans de la population, avec des caractères démographiques qui ressemblent beaucoup à ceux que Mme Brun a évoqués, mais qui étaient plus favorables à certains égards, et notamment qui permettaient aux gens de se marier un peu plus tôt, donc d'avoir un peu plus d'enfants, qui mouraient un petit peu moins, et donc ça fait qu'il y avait un surplus démographique qui faisait en sorte que la population augmentait quand même vite. Mais il y avait encore des terres. Donc, bref, jusqu'au début du 19e siècle, on ne peut pas parler de saturation et ce rapport reste assez positif. Mais on comprend bien que plus la population augmente, moins la disponibilité des terres suit. Et donc, on a comme deux courbes qui se rencontrent à un moment donné, mais ce sera le 19e siècle, l'époque où, bien sûr, le rapport deviendra négatif. Donc, autrement, pendant toute cette période-là, donc on assiste à cette extension de l'ère d'occupation, hein, avec des rythmes très, très variés. Il faut faire attention. Le rythme général, on pourrait dire, partant des trois centres que sont Québec, Montréal et Trois-Rivières, le peuplement se répartit graduellement là, à partir de ces pôles urbains, rive nord, rive sud, grosso modo. Mais quand on regarde chacune des régions de la vallée du Saint-Laurent va connaître des rythmes particuliers, et même à l'intérieur de certains groupes de seigneuries, comme moi j'ai fait matin sur 3 seigneuries voisines, ben, le peuplement, la courbe des arrivées, des départs, la mobilité interne à cette région-là est extrêmement variée. Alors, c'est 3 seigneuries qui étaient assez semblables finalement. Donc, toujours garder à l'œil que quand on est à l'échelle de la seigneurie, on comprend bien que les choses se passent pas très rapidement. Donc, des rythmes qui varient selon les échelles, mais avec une réalité spatiale permanente pendant toutes ces années-là. Hein, c'est la réalité du front pionnier. Hein? Évidemment, qui est omniprésent au tout début, quand bien sûr, il restait plus d'arbres à bûcher que quoi que ce soit d'autre, mais qui, évidemment, front pionnier qui recule graduellement et qui s'étend là et qui retouche la périphérie, qui est repoussée et qui s'éloigne des grands centres de plus en plus. Ça, le front pionnier, c'est une réalité extrêmement intéressante qui se déplace, et chaque lieu donné dans la vallée du Saint-Laurent va correspondre à un front pionnier à un certain moment de son existence, évidemment au début, mais pour un temps plus ou moins long. La côte de Beaupré n'aura pas été très, très longtemps un front pionnier. L'île d'Orléans, à un moment donné, ça s'est rempli, ben, à la fin du 17e siècle, l'île d'Orléans, évidemment, c'est plus un front pionnier, c'est même devenu un monde plein. Qui a besoin de laisser partir là, ses enfants et ses petits-enfants. Donc, une réalité très, très présente, ce front pionnier, et ça nous montre bien que, justement, là, ce développement, là, cette prise en main du territoire, elle est continuelle, finalement. Ce front pionnier, on y accède par une espèce d'une réalité sociodémographique que moi j'appelle le peuplement colonisateur, qui est largement migratoire, dans le sens que les gens vont quitter, par exemple, les gens de la côte de Beaupré vont quitter la côte de Beaupré à la fin du 17e siècle, début du 18e, pour traverser de l'autre côté, du côté de la côte du Sud, largement. Les gens de la côte du Sud, qui commencent vers 1670, vers 1730, il y a des séries qui sont plus importantes et qui a plus de monde. La Beauce s'ouvre, les gens de Bellechasse, les gens derrière Montmagny, ça va s'en aller du côté de la Beauce, etc. Donc, vous voyez, c'est comme des vagues de peuplement qui se déplacent, peuplement colonisateur qui rejoint un nouveau front pionnier, qui le développe, qui recule et qui sera appelé ensuite à faire d'autres migrations. Je vais un peu vite parce qu'évidemment, on comprend bien que
que le temps passe vite et j'aimerais ça régler un paquet d'affaires autrement que ça. Mais donc, bien se rendre compte là, du terrain que ça occupe et de la forme que ça prend là, dans une perspective toujours de rapport favorable à la population, puisqu'il y a des terres encore de disponibles. Voilà. J'aimerais mettre en parallèle, on a parlé tantôt de la seigneurie, juste un petit mot, et je ne vais pas parler du régime anglais pour ne pas couper l'herbe sur le pied d'Alexandre, mais de mettre en parallèle l'évolution du régime seigneurial et son poids versus ce fameux rapport favorable territoire-population. En période pionnière, là, quand on parle donc des débuts d'une seigneurie, le régime seigneurial en période pionnière n'est absolument pas rentable pour le détenteur de la seigneurie. Théoriquement, c'est favorable. Quand on regarde des contrats de concession, on doit ci, on doit ça, le taux de sens, la rente, les droits honorifiques, les droits de réserve, tous les droits que le seigneur peut imaginer. C'est bon en théorie, mais il est très clair, une seigneurie qui est vide, ça ne rapporte rien. Et comme il y a beaucoup de seigneuries, hein, et qu'il y a peu de monde pour les peupler, tout ça ne peut pas se peupler en même temps, rapidement. Les meilleures seigneuries, les mieux situées, où les sols sont les meilleurs, vont avoir l'avantage de se peupler plus vite. Et c'est seulement à ce moment-là que le seigneur pourra penser éventuellement tirer profit de sa seigneurie. Donc, les seigneuries se peuplent donc très graduellement. Ce n'est pas un incitatif pour le seigneur pour investir. Hein? Ce n'est même pas une incitative pour aller percevoir les droits seigneuriaux. Hein? Les seigneurs ne résident à peu près jamais sur leur seigneurie à cette époque-là. Le Robert Giffard est peut-être un mauvais exemple, peut-être qui est très précoce, mais qui n'est pas du tout la norme. Donc, à quoi sert-il d'engager un agent pour aller récolter des redevances de 2-3 familles, même si on avait 10, ce serait fort peu et trop peu. On dit que tant qu'il n'y a pas 50 familles sur une seigneurie, ça ne vaut pratiquement pas la peine de se donner, ce trouble-là. Et même dans les seigneuries bien peuplées, qui sont peuplées rapidement, il y a des difficultés du seigneur à percevoir les redevances seigneuriales. À Montréal, Louise Dechaine le dit, hein, les sulpiciens n'arrêtent pas de récriminer contre les habitants qui sont mauvais payeurs, il faut toujours leur tirer. Alors, les habitants, bien sûr, ont une résistance passive et profitent du fait que, finalement, le rapport foncier leur est favorable. Le rapport de force est favorable aux censitaires, bien plus qu'aux seigneurs, parce que le seigneur, le censitaire, si le seigneur se montre trop gourmand, trop exigeant, réclame des redevances à des taux trop élevés, si le censitaire en est au tout début, il va tout laisser ça là, il va vendre la terre, il va aller rester ailleurs, dans une seigneurie où les conditions seront meilleures. C'est ce qui fait que les seigneurs ne peuvent pas se montrer plus exigeants qu'il ne le faut. Donc, ça, c'est assez intéressant de voir ça, mais de voir aussi qu'au 18e siècle, et même avant, dans les meilleures seigneuries, comme à Montréal, Côte-de-Beaupré, l'Orléans, déjà fin 17e, on assiste à un durcissement du régime seigneurial. Hein? Le durcissement, parce que dans ces seigneuries qui se peuplent plus vite, mieux, et qui atteignent là, déjà un gros bassin de familles de censitaires, alors là, les seigneurs vont être en mesure de faire valoir leurs droits de plus en plus, d'engager un agent, d'avoir un procureur sur place, peu importe, souvent c'est leurs fermiers qui exploitent leur domaine qui font ça, parce que les censitaires, au bout d'une génération, quand on a une exploitation agricole bien intéressante, avec beaucoup plus d'arpents qu'on en a besoin pour se nourrir et qu'on génère justement des surplus qu'on va pouvoir commercialiser assez facilement après 1720, bien, ces habitants-là ne peuvent pas décider de tout sacrer ça là puis de s'en aller comme ceux de 1670 faisaient. Donc, les habitants deviennent un peu prisonniers, hein, de leur patrimoine foncier et ça facilite les choses pour les seigneurs qui vont bien sûr en profiter. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on voit les marchands s'intéresser aux seigneuries parce qu'autrement, avant ça, c'était pas un investissement à faire, mais au 18e, on voit ça commence et des marchands qui investissent là-dedans parce que c'est d'un bon rapport, ça ramène une rente qui est intéressante.
je ne parlerai pas de ce phénomène de durcissement qui se poursuit au 19e et qui devient finalement une réaction seigneuriale qui va devenir l'âge d'or du régime seigneurial. Je laisse ça à Alexandre. Il saura en dire beaucoup plus et beaucoup mieux que moi, sans doute. Mon dernier point, c'est de regarder la société rurale et de voir et de relever un certain nombre de mythes qui ont trait à cette société rurale, qui ont eu cours et dont certains ont encore trop cours, à mon humble avis, là, dans la mémoire là, et l'inconscient collectif des Québécois. Donc, cette société rurale, évidemment, qui se forme graduellement en même temps que le territoire se développe. Souvent, il y a une nostalgie par le bon vieux temps, société traditionnelle, emplie de simplicité et d'harmonie. On voit ça quand on regarde tous les écrits là, dans l'historiographie traditionnelle jusqu'à Lionel Groulx et son histoire du Canada français, c'est très présent. Puis en même temps, l'habitant indépendant, qui est une espèce c'est pas la même indépendance que ce dont Mme Brun parlait. Donc, il y a beaucoup de simplification de ça. Et on se rend compte finalement qu'il y a 4 mythes qui ont été développés par rapport à la société rurale de la vallée du Saint-Laurent. Le mythe de l'égalité, le mythe de l'homogénéité de cette société, le mythe de l'immobilisme et le mythe de l'harmonie. Alors, si on les prend les uns après les autres assez rapidement, on va se rendre compte qu'il est assez facile de les abattre, d'abattre les idoles mythiques de l'historiographie. Donc, il faut réviser tout ça. L'égalitarisme ou l'égalité dans cette société rurale, si on se limite à la paysannerie, parce qu'on comprend que la société rurale, ce n'est pas que la paysannerie. C'est surtout la paysannerie, certes, mais bon. Si on regarde seulement les paysans, là, ceux qui ont des sensibles, les exploitent, en ont une, en ont deux, en ont trois pour installer leurs fils qui sont en train de grandir, etc. Est-ce qu'on peut parler d'une paysannerie qui serait égalitaire, là, où il y aurait une espèce de nivellement là, de tout le monde dans une espèce de modèle là, et de moule qui serait un peu prédéfini? Ça ne se vérifie pas. Ça ne se vérifie pas parce que on se rend compte que dans la paysannerie, il y a justement un processus de différenciation qui est à l'œuvre dès le départ. Et ça, c'est pas seulement quand les choses deviennent plus compliquées là, au niveau de la disponibilité des terres. Ça intervient dès le début, dès la période pionnière. Une seigneurie qui s'ouvre, il y a toujours du monde qui sont mieux à coquiner avec le seigneur que d'autres et qui ont plus de terres. Il y en a d'autres, et c'est parfois les mêmes, qui arrivent, ils sont plus vieux, ils ont déjà des garçons en âge de les aider. Ils défrichent plus vite, ils se nourrissent mieux, ils en produisent un petit peu, ils produisent des surplus avant tous les autres. Donc, voyez-vous, ils ont une longueur d'avance sur l'atteinte d'une certaine aisance, pas une richesse, là, mais à tout le moins une aisance. Donc, il est faux de prétendre qu'un paysan équivaut à n'importe quel autre paysan. C'est quelque chose qui ne se voit pas et on comprend bien que ça se voit donc au plan de la propriété foncière en termes d'espace et de quantité de terre. Ça se voit aussi sur la capacité de production, donc des exploitations avec des superficies en culture plus étendues. Et c'est souvent parfois même du simple au double, même du triple au simple dans une même seigneurie. On comprend bien que quand on est dans une seigneurie où il y a un front pionnier peut-être au 3e rang, mettons vers 1720, 1730, c'est évident que dans cette seigneurie-là, les gens du premier rang sur les plus anciennes terres vont être en meilleure posture que leurs fils ou que les fils de leurs voisins qui sont établis plus loin dans la profondeur. Ça, c'est clair. C'est évident, c'est un peu une différenciation, on pourrait dire, générationnelle. Mais la différenciation, elle existe même aussi au premier rang même, où il y en a qui en arrachent à suivre les autres. Donc, ce n'est pas seulement une question d'être établi sur tous les vieux terroirs donnent des paysans riches et tous les fronts pionniers donnent des paysans pauvres. C'est pas ça. Les fronts pionniers, on l'a vu, rapidement, il y en a qui se dégagent et dans les vieux terroirs, il y a toujours des familles qui en arrachent
pour toutes sortes de raisons, surtout démographiques, justement des décès prématurés des pères de famille, le manque de relève masculine, etc. Donc, tout ça fait en sorte que la différenciation paysanne, elle vaut. Donc, je ne veux pas prendre trop de temps là-dessus, mais c'est très clair que même dès l'époque du recensement de 1781, où plusieurs seigneuries ne sont même pas ouvertes depuis 10 ans, on remarque des différences. Certains ont des domestiques, d'autres n'en ont pas, etc., etc., etc. Homogénéité de cette société rurale, ben oui, pour la portion paysanne, on comprend bien qu'ils font un peu tous la même chose, mais ce n'est pas une société qui est exclusivement paysanne. Il y a une diversité croissante des occupations qui commence, évidemment, pas à la première heure, mais assez rapidement, on va accueillir des gens qui ont des métiers. Le meunier au premier titre, mais dès que les seigneuries sont mieux peuplées, on voit bien, hein, justement, l'aisance de ces ménages paysans va attirer un marchand rural, des artisans, bon, qui auront aussi des terres, mais qu'on voit qui sont un peu différents. Donc, une hétérogénéité croissante là, dans les occupations. Alors, ça va passer par le notaire, le chirurgien, là, tout ça, bien sûr, chronologiquement gradué, et ça se passe comme ça. On a parlé d'égalité, on a parlé d'hétérogénéité, enfin, ou d'homogénéité, qui en fait est une hétérogénéité. On a parlé d'immobilisme aussi. Immobilisme, je pense qu'il est très clair en ayant parlé du front pionnier et du peuple colonisateur, qu'il y a au contraire beaucoup de mobilité physique dans cette société-là, mais aussi une mobilité sociale. Ces habitants là, dont on dit qu'ils réussissent mieux que les autres, bien, ils vont entrer, on pourrait dire, dans une notabilité locale ou semi-régionale, hein, où leur statut de gros producteurs, de surproducteurs, va les avantager. Et ils vont pouvoir, ce sont eux qui deviendront capitaines de milice, qui deviendront les marguilliers, ceux à qui on fera confiance, à qui on va mettre, parce qu'ils auront évidemment beaucoup d'influence. Donc, une notabilité qui va s'exprimer évidemment par un certain pouvoir, et donc qui montre bien que les paysans, certains peuvent monter et d'autres peuvent descendre. Il y en a plein de cas de ménages paysans qui n'y arrivent pas et qui abandonnent tout et qui s'en vont rester à la ville. Et ça, et pas seulement au 17e siècle, là, au 18e aussi. Donc, et au 19e, ça prendra un autre sens. Quand il n'y aura plus de terre, ben, on aura les gens qui ont de la terre et ceux qui n'en ont pas. Les sans-terre, et donc là, c'est autre chose. Mais au 18e siècle, il y a des cas de paysans qui n'y parviennent pas. Bon, et donc, la notabilité, elle est aussi importante là, à certains égards. J'ai évoqué tantôt le marchand. Bon, le seigneur, quand il est résident, ce qui se produit plus souvent à partir des années 1730, évidemment, et le notable par excellence, le curé, hein, lui-même peut lui envier ce titre. Capitaine de milice, marié, j'en ai déjà parlé. La notabilité économique, le marchand, évidemment, qui par le crédit va avoir une créance sur à peu près tout le monde dans la seigneurie, et donc faire en sorte qu'il y a une forme de notabilité à laquelle accèdent un certain nombre de paysans, donc contredisant l'idée d'un immobilisme social. Et le dernier, c'est la question de l'harmonie. Hein, à entendre l'historiographie traditionnelle, tous ces gens-là s'aimaient tendrement, se complaisaient dans l'amour mutuel et tout ça. Donc, il faut faire attention avec ça. Il y a beaucoup d'éléments qui font en sorte qu'il y aura des conflits à l'intérieur de cette société-là. Hein, des conflits souvent basés justement sur l'exercice du pouvoir, donc des conflits entre
les paysans et le seigneur quand celui-ci, justement, est un peu ratoureux. Donc, il y a des termes comme ça. Le marchand, là, donc, il faut qu'il soit... bon, il y a du crédit, il y a des créances, mais il ne peut pas non plus jeter à la rue tout le monde et s'emparer toutes les terres. Donc, il y a beaucoup de formes de solidarité, c'est indéniable dans ce genre de société traditionnelle, mais il y a aussi des éléments de conflit entre familles voisines. On voit ça, les chicanes de clôture, le cochon du voisin qui a piétiné le jardin là, de la voisine, etc. Donc, c'est pas unidirectionnel. Il y a du très solidaire comme du très conflictuel. Donc, ce mythe de l'harmonie absolue n'est plus de mise. Évidemment, au 19e siècle, quand arrivera l'époque des rébellions, ben là, ça va véritablement venir scinder parfois des communautés sur l'appui ou non à l'option patriote. Donc, finalement, c'est une société normale à laquelle on a affaire. Hein, lorsqu'on la dépouille des mythes interprétatifs de l'historiographie traditionnelle. Bon, j'ai peut-être pris trop de temps. Est-ce que ça va? Donc, Vous pouvez clôturer peut-être en bon, 3 parfait. Alors, minutes si vous justement, donc voulez. là, je rejoindrai un mot que Mme Brun a mentionné, hein, le concept de durée. Hein? On ne peut bien comprendre la société rurale de la vallée du Saint-Laurent et son agriculture, tout ça, que dans la durée. Hein, ce qui se passe en 1650, c'est pas pareil comme en 1700 puis en 1750. Il y a eu des évolutions extrêmement contrastées et notamment où vient jouer la modification du rapport foncier où les institutions deviennent plus lourdes. Et donc, on ne peut pas uniformiser les choses. Il faut prendre en compte là, le passage du temps. Ça m'apparaît fort important. Et avec les mythes dont j'ai parlé, bien sûr, tout le monde, pas besoin d'être un historien professionnel, tout le monde dans la société, hein, qui aime un peu l'histoire, qui s'intéresse à ça, devrait garder un minimum de méfiance critique envers ce qui lui est dit ou ce qu'il peut lire à droite ou à gauche là, dans différents médiums. Voilà, j'en aurais. Ça ferait le tour de la question. Ben, ça ne fait pas le tour, mais enfin, ça fait un certain tour de la question. Merci beaucoup, Monsieur Laberge. C'était Ça fait vraiment plaisir. très éducatif et vraiment très enrichissant. Merci beaucoup. Moi qui ai suivi un cours sur la Nouvelle-France, je pense que ça m'a donné un très bon rafraîchissement de ma mémoire Bon. et même en apprendre un petit peu plus sur ces phénomènes-là de la vie rurale, de la vie agricole, agraire dans la vallée du Saint-Laurent. Ça, c'était quelque chose Bon. qui manquait à ma mémoire un peu justement. Puis je pense que énormément de personnes de notre public vont apprécier aussi. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Maintenant, je vais